Bah écoute, merci beaucoup Émile pour ton introduction. Et effectivement, c'est vrai que comme tu l'as dit, il y a une certaine tradition sur IAF qui était de faire une conférence pour le 1er avril. Alors, je n'ai pas assisté à celle de l'année dernière, je sais même plus s'il y en avait. Mais c'est effectivement une conférence du 1er avril, celle de 2021, qui m'a poussé à tenir celle-ci. Celle de Brice, chef de section d'Alsace, qui avait fait une conférence sur les protections hygiéniques, sujet qui nous fait sourire, et qu'il l'avait présenté de façon tout à fait sérieuse, et j'avais trouvé ça hilarant. Et j'avais un peu envie de reproduire le même exercice, de prendre un sujet qui fait rire, qui peut prêter à rire, mais de le traiter assez sérieusement. Le problème, c'est que le sujet que je veux traiter aujourd'hui, c'est un sujet que ça fait plus d'un an que j'avais proposé de le faire. Et malheureusement, quelques mois avant aujourd'hui, en fait, Maria Taratina, alias l'enfant de l'Est, a sorti une vidéo sur le sujet qui est quand même assez complète. Mais j'aurais quand même certaines choses à dire qu'elle n'a pas évoquées, et puis je prends un autre angle d'attaque, en tout cas une autre ouverture à la fin de ma conférence. Donc restez ici quand même, n'allez pas tout de suite voir la vidéo de l'enfant de l'Est. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet que j'ai découvert dans un ouvrage qui traitait, je crois, j'ai dû le découvrir vers 2017, ça fait quand même un certain bout de temps. Je crois que c'était dans un ouvrage qui traitait de l'usage de psychotropes, d'hallucinogènes dans les sociétés traditionnelles, notamment dans certaines tribus qui utilisent la manite tumouche comme un hallucinogène, et l'ouvrage évoquait le fait que Lénine était un consommateur de champignons hallucinogènes, et notamment d'amanite tumouche. Ce qui m'avait plutôt étonné, et du coup j'ai fait quelques recherches à ce sujet. Alors déjà, j'aimerais casser un mythe assez vite. Contrairement à ce que beaucoup de monde pense, l'amanite tumouche n'est pas un champignon particulièrement mortel. Vous pouvez effectivement mourir d'une consommation d'amanite tumouche, mais il faudrait consommer pour ça une quinzaine de chapeaux. Sur les 100 dernières années, je crois qu'on n'a pas de traces écrites, on n'a pas de traces en fait d'une quelconque mort de consommation d'amanite tumouche. Ça reste un champignon qui en fait, c'est plus un champignon hallucinogène, même si je vous conseillerais pas d'essayer. Ce mythe de l'amanite tumouche mortelle nous vient très probablement de la mort de l'empereur Claude, qui a été assassiné par une prise d'amanite, mais ce n'était pas des amanites tumouches, c'était plutôt des amanites phalloïdes. Et certains historiens, qui sont probablement des mauvais mycologues, ont cru qu'il s'agissait d'amanite tumouche qui ressemble plus à l'amanite des Césars, qui était très consommée à Rome. En réalité, l'amanite tumouche peut même devenir un très bon comestible. C'est un champignon qui a une très bonne chair. Pour éviter d'être empoisonné par les différents psychotropes qu'elle contient, normalement, il suffit de la faire bouillir un certain temps, et ça rend au champignon une chair propre à la consommation. Par contre, c'est une très mauvaise drogue, en fait, parce qu'elle contient 3 psychotropes. Il y en a un qui est la muscarine, qui est en fait un produit très proche des nicotinoïdes, ce qui en fait un champignon en fait, qui vous donnera une énorme diarrhée. Surtout si votre champignon pousse près d'un champ et qu'il y a des épandages, les pesticides vont fonctionner en synergie avec cette molécule. Vous avez dedans l'acide iboténique, qui est un convulsifiant. C'est un hallucinogène, mais aussi un convulsifiant, donc vous risquez de faire une crise d'épilepsie. Et vous avez le mucimol, qui lui, par contre, est un hallucinogène qui représente assez peu de danger, et mais qui n'est pas proche de la famille des psychédéliques, comme les champignons hallucinogènes qu'on connaît plus couramment, comme le LSD ou la mescaline, mais qui est plus proche de molécules dites dissociatives, comme la kétamine, le PCP ou le dextrométhorphane. Mais vous avez en fait des méthodes qui sont utilisées pour rendre le champignon plus propre à une consommation, on va dire, récréative ou religieuse. Il y en a une que je ne vous présenterai pas parce que j'ai pas forcément envie que vous essayiez chez vous, et une autre que je sais que vous n'essayerez pas chez vous, qui est la technique de l'idiot du village.
qui était utilisé, y compris en France, de l'Ancien Régime. Dans certains villages, en fait, on prenait un idiot du village et on lui faisait consommer des amanites tumouches avant de récolter son urine qu'on consommait pour pouvoir en fait triper dans son coin. Certaines tribus de Finlande et de Sibérie reproduisent, font encore cela. Vous avez un chaman qui va consommer des amanites tumouches, uriner et faire boire son urine à ses fidèles pour que ils communient dans une espèce de tripe hallucinogène. La raison à cela, c'est que la muscarine ne passe pas dans l'urine, que l'acide iboténique, qui est convulsifiant, est transformé par le corps en mucimol, et que le mucimol n'est pas transformé par le corps, mais en fait que tout le mucimol passe dans l'urine. Ce qui fait que vous allez avoir un individu, ce fameux idiot du village, qui va servir de filtre pour enlever tout ce qui est impropre à la consommation dans le champignon. Alors, je peux pas vous affirmer que Lénine se servit de Trotsky comme éponge pour boire son urine et passer un trip, mais effectivement, il aurait eu une consommation de psychotropes à certaines époques. L'ouvrage que je lisais parlait notamment de ses vacances en Finlande, ainsi que de l'exil, de son exil. Il a passé certains temps en Finlande pendant la révolution de 1905, qui a eu lieu avant la révolution d'octobre, bien sûr. Et il aurait eu une grande consommation de champignons d'Amanite tumouche à cette époque. Et en fait, dès que j'ai voulu en chercher plus sur Internet, j'ai découvert un documentaire, qui est le documentaire de l'émission La Cinquième Roue, diffusée le 17 mai 1991 sur Petersbourg TV5, la chaîne régionale de Leningrad. Alors, le documentaire était présenté par Sergueï Cholokov, qui est le présentateur habituel de l'émission, et avec un invité, Sergueï Kouriokin. Il est présenté comme un activiste politique et un acteur qui va avancer l'idée que Lénine était un champignon. L'émission est présentée dans un bureau recouvert de papier et de livres de toutes sortes, devant une énorme bibliothèque remplie de livres. Cholokov écoute attentivement un Kouriokin, qui est présenté comme un expert, qui est vêtu d'une veste de costume, et qui nous présente un travail qui lui a pris des années de recherche. Kouriokin, en fait, se dit être obsédé par certains des mystères de la révolution soviétique pendant cette émission, et il avance que la consommation de champignons hallucinogènes de Lénine était telle que la personnalité du champignon aurait fini par prendre le dessus sur celle de Lénine et par faire de lui un champignon motivé de faire la révolution d'octobre. Il donne un certain nombre de sources pour étayer sa thèse. L'une d'entre elles est l'anthropologue kryptonien, et non, je ne plaisante pas, il se déclarait réellement être kryptonien, Carlos Castaneda, qui est un écrivain précurseur de la contre-culture, né au Pérou, et initié au chamanisme des Yaquis, une tribu d'Amérindiens du Mexique. Il prétend avoir été initié par Don Juan Matus, un chaman qui dit descendre d'une longue lignée de Nagual, qui sont dans la mythologie mésoaméricaine. Les Nagual, en fait, sont des êtres spirituels s'incarnant parfois en êtres humains. Castaneda affirmait notamment que ses prises de champignons et de cactus hallucinogènes lui avaient donné des visions grandioses de soulèvement des masses et de révolution. Kouriokin raconte alors son propre voyage au Mexique et sa visite d'une cathédrale où les fresques dessinées sous l'influence de psychédéliques lui rappelaient par leurs scènes de soulèvement violent les événements de sa révolution d'octobre. Il décrit des fresques de personnages émaciés, armés d'outils, se retournant contre leur propre gouvernement. Kouriokin va alors présenter un certain nombre de photographies et d'extraits d'écrits, de correspondances de Lénine, et pointer certains éléments pour avancer sa théorie. Parfois, il pointe un élément étrange, comme lorsqu'il remarque la présence d'une étrange soucoupe sur le bureau de Lénine, dont personne ne semble connaître l'usage et sur lequel aucune biographie de Lénine n'a jamais écrit. On n'a pas d'informations sur ce qu'est cette soucoupe, mais Kouriokin trouve une certaine ressemblance avec un cactus hallucinogène de la famille des Turbinicarpus. Il décortique la correspondance de Lénine avec le père du marxisme russe, Georgi Plekhanov, où Lénine écrit « Hier, j'ai mangé trop de champignons,
je me suis senti merveilleusement bien. Il prend pour autre preuve de la consommation de Lénine un conte du poète et révolutionnaire Danil Ivanovitch Karms, qui témoigne de la consommation de champignons de Lénine en mentionnant l'amanite. Il prend encore un livre, le guide du cueilleur de champignons, qui se trouvait dans la bibliothèque de Lénine, et qui comprend des maximes comme quand tu te trouves dans une forêt de pins pour cueillir des champignons, fais un pas en avant et deux pas en arrière. Un pas en avant et deux pas en arrière est le nom d'un célèbre article de Lénine en réponse à Rosa Luxembourg, et Kouriokine laisse sous-entendre que c'est en fait la consommation de champignons de Lénine qui lui a donné cette idée de titre. Kouriokine ne se contente pas alors de prétendre que Lénine était un champignon, mais aussi qu'il était une onde radio. Il appuie ses dires sur sa visite d'un institut technologique du Massachusetts, mais aussi par un entretien avec le mycologue russe Alexandre Kovalenko, qui est d'ailleurs retransmis lors de l'émission. Il présente alors des études du premier institut qui affirment avoir étudié les propriétés acoustiques des champignons et que celles-ci seraient similaires à celles des ondes radio, et affirme que le célèbre botaniste russe Mikhail Popov tenait le même discours dans ses écrits. Il en veut d'ailleurs pour preuve l'information bien connue des gens de l'époque, 5 ans après Tchernobyl, que les champignons attirent la radioactivité. C'est alors qu'il énonce sa thèse selon laquelle la personnalité du champignon finit par remplacer celle d'un être humain après une longue consommation, par le biais des hallucinations et des fameuses ondes radio. En fait, ce changement se produit comme si Lénine avait eu un parasite dans le corps, ou encore, on peut trouver ça on peut trouver en fait ce phénomène comparable à la transsubstantiation chrétienne. Comme le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ en gardant leur apparence, il explique que l'homme devient champignon, tout en gardant une apparence humaine. Mais l'homme en fait est réellement devenu champignon. Ça n'est pas un homme champignon pour lui, c'est bien un champignon d'apparence humaine. Il avance aussi que Lénine n'était pas le seul à être dans ce cas, mais que bon nombre des personnes ayant motivé la révolution d'octobre étaient des consommateurs réguliers d'amanite tumouche, et qu'un grand nombre des symboles de la révolution tirent leur origine des champignons. Vous avez en fait des photos emblématiques de Lénine où il donne un discours sur un automitrailleur, et selon lui, cette photo emblématique représente en réalité l'organisme mycologique. Lénine se tient comme le champignon émergé, tandis que l'automitrailleur épouse parfaitement les formes du mycélium, c'est-à-dire la partie souterraine de l'organisme du champignon. La faucille et le marteau représentent quant à eux le couteau venant cueillir cette forme de marteau qui évoque en réalité un champignon. Alors vous n'êtes normalement pas sans savoir que Lénine n'est pas son vrai nom, mais qu'il est un pseudonyme, que s'est donné Vladimir Ilitch Ulyanov. Kouriokine fait le lien entre ce pseudonyme et la ninelle, qui est un plat de champignons français, qui, lorsqu'on inverse le sens des lettres, donne Lénine. Il avance encore pour preuve le nom du compositeur préféré de Lénine, Beethoven, qu'il traduit par « esprit du champignon ». Mais maintenant, nous allons nous intéresser à ce fameux Kouriokine et aux origines de ce documentaire et de son travail de recherche. Alors, il est présenté comme un expert et un activiste politique par Cholokov, le présentateur de l'émission. Mais en réalité, Kouriokine, qui est né en 1954, est un artiste musicien, un jazzman et un pionnier de la percée du rock et de la contre-culture en URSS. Sa musique est expérimentale et se place entre le jazz fusion et le rock progressif, à une époque où ces genres sont largement passés de mode en Occident, qui connaît plutôt l'engouement pour les genres du punk, du grunge ou du rap. Il a notamment joué dans les groupes de rock russe Kino, Alissa et Aquarium, mais il est surtout connu dans le groupe expérimental dont il est le fondateur, Pop Mechanica. Alors qu'il est encore relativement peu connu en URSS, il a déjà connu un certain succès en Occident lorsque la BBC donne une émission sur la sortie de 2 de ses albums en Angleterre. Kouriokine est ensuite effectivement devenu un activiste politique.
Il s'est engagé aux côtés du fameux Alexandre Douguine, qui fait encore parler de lui à l'heure actuelle, dans le cadre de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il est apparu de nombreuses fois à la télévision à ses côtés, surtout après la chute de l'URSS, bien sûr, notamment lors d'une célèbre apparition où il était déguisé en Anubis pendant que Douguine était déguisé en Thoth, et que ces deux se moquaient des logiques de vote de la Russie du milieu des années 90. L'idée de l'émission qui nous concerne aujourd'hui lui est venue en regardant un documentaire sur Sergueï Есенine, poète russe, qui s'est suicidé en 1925. Toutefois, le documentaire prétend qu'Essénine a été assassiné sur la base de photographies de son enterrement, en interprétant la direction vers laquelle les personnes présentes regardaient comme des preuves de son assassinat. En regardant ce documentaire, Kouriokin s'est dit qu'on pouvait en fait prouver n'importe quoi avec ce genre d'éléments présentés comme des preuves, ce qui lui donne alors l'idée de son documentaire. Il s'inspire aussi de l'écrivain britannique John Allegro, qui avait publié un livre intitulé « Le champignon sacré et la croix », qui affirme que le christianisme tire son origine des cultes à mystère du Moyen-Orient, qui comportaient la consommation de plantes et de champignons hallucinogènes, notamment la manite tumouche, et que des occurrences de ces rites auraient perduré jusqu'au XVIIIe siècle. Il affirmait notamment que Jésus-Christ était une hallucination induite par le champignon aux premiers chrétiens, et qu'il était lui-même un champignon. En 1976, un duo comique de l'émission Ed Simplicity's Verband viennent interviewer Allegro, qui croit se retrouver dans une émission sérieuse. Il ne remarque pas que le duo se moque de lui, et il affirme alors devant les caméras, tout à fait sérieusement, que le champignon donne des visions de Dieu et du paradis, ce qui fait du champignon le vrai fils de Dieu. On peut voir ici un parallèle que Kouriokin a très probablement remarqué lui-même entre la figure du Christ et celle de Lénine. Il faut bien comprendre comment les gens voyaient Lénine à cette époque, en URSS. Contrairement à certains pays, comme c'est le cas de la France, où la construction de l'État s'est faite par une indépendance vis-à-vis de l'Église, lors de la construction capétienne de la Révolution française et bien sûr de la loi de 1905, la Russie, elle, n'a pas connu cette démarcation claire entre les pouvoirs spirituels et temporels. La Révolution d'octobre a seulement remplacé le culte chrétien par le culte de la personnalité de Lénine, momifié sur la place rouge. Absolument tous les chefs d'État de l'URSS, de Staline à Gorbatchev, se sont déclarés être les successeurs légitimes de Lénine, souvent même en accusant leur opposition et leurs prédécesseurs d'avoir trahi la pensée de ce dernier. La figure de Lénine était omniprésente dans l'espace public et dans l'enseignement de la petite enfance jusqu'à l'université. Le révolutionnaire bolchevique Zinoviev parle de Lénine comme d'un chef à l'échelle cosmique et comme le moteur des mondes. Le documentaire de Sholokov et Kouriokin était sans précédent, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il a provoqué toutes les réactions possibles et imaginables, allant de l'indignation à l'apparition d'un sentiment de liberté. Mais il a aussi reçu des réactions dont la crédulité font sourire aujourd'hui. En fait, le documentaire présente de nombreux passages particulièrement loufoques, et des arguments plus que fallacieux sont donnés pour étayer la thèse de la transsubstantiation de Lénine en champignon. On a déjà cité quelques-uns, mais par exemple, Beethoven ne signifie « esprit du champignon » dans absolument aucune langue. Et aucun plat français ne s'appelle la ninelle. À plusieurs reprises, Sholokov et Kouriokin n'arrivent plus à garder leur sérieux et partent en fou rire. Kouriokin, qui est d'ailleurs aussi présenté comme un magicien au début de l'émission. Lors de leur rencontre avec le mycologue Alexandre Kovalenko, ce dernier parle du livre Soma de Wesson, où il décrit une recette de breuvage hallucinogène utilisée par les chamans mexicains à base de champignons psilocybe et d'amanite tumouche, qui doit être préparé en chantant un hymne bien particulier, puis ils éclatent de rire lorsqu'il est sous-entendu que cet hymne est l'hymne soviétique. Kouriokin évoque un passage imaginaire du Coran qui autorise les Juifs à ne consommer des champignons qu'au jour du Shabbat, quand il est 6 heures du soir. Il présente des images d'un documentaire sur Lénine, qui est toujours accompagné d'un petit garçon surnommé Sacha, décédé depuis,
Kouriokine prétend avoir rencontré des membres de sa famille qui affirment que Lénine était toujours accompagné de celui-ci, car il connaissait tous les coins à champignons. Cholokov, qui présente l'émission, prétend n'avoir jamais remarqué cela, mais plus tard, il présente lui-même un soi-disant extrait filmé de Lénine, qui est clairement joué par un acteur, hein, où il rencontre pour la première fois le grand-père du dit Sacha, qui mentionne nommément son petit-fils et le fait qu'ils connaissent tous les coins à champignons. Cholokov part ensuite à la rencontre des membres de l'association Champignons pour la paix, qui présente la nature cosmique du champignon, puis parle de la guerre en Irak avec un militaire qui évoque le fait que les Américains emploient des armes psychotropes à base de champignons hallucinogènes contre les forces irakiennes, mais précise qu'ils risquent, de ce fait, d'ouvrir les chakras de Saddam Hussein, ce qui renverserait le cours de la guerre. À la fin de l'entretien entre Cholokov et Kouriokine, ce dernier avance, preuve à l'appui d'un extrait filmé de Lénine, mais qui est encore une fois clairement joué par un acteur, que Staline était à la recherche d'un astéroïde s'étant fractionné avec un fragment tombé au Mexique et 3 en Russie, dont un dans la région de Moscou, avant la révolution de 1917, et que ce dernier contenait un message venu de l'espace. Staline s'est alors lancé dans la construction du métro de Moscou pour pouvoir retrouver ce fragment, et a en même temps lancé la construction du métro de Leningrad pour faire diversion et qu'on ne sache pas qu'il cherchait en fait un astéroïde avec un message extraterrestre. Malgré tout, malgré l'absurdité en fait de tout ce qui est présenté dans ce documentaire, comme je le disais, de nombreuses personnes ont cru aux faits avancés. En sachant que près de la moitié des habitants de la région de Leningrad suivaient régulièrement cette émission. Il faut comprendre que malgré la sacralité de Lénine, 1991 est une époque charnière dans l'image portée au personnage, où divers faits et rumeurs commencent à être connus, comme sa consommation de psychotropes, ou encore le fait que sa mort était due à la syphilis, et certains de ces textes les plus violents, qui étaient peu connus du grand public, ressurgissent, font surface et commencent à apparaître. Ceci est en fait cumulé au fait que la télévision n'était plus contrôlée par la censure depuis peu. Ce qui faisait que les Russes n'étaient pas prêts à une télévision libre, se permettant d'ironiser sur un personnage comme Lénine. Cette révélation est donc parue comme sérieuse, à une époque où, ils l'ont dit à la télévision, était encore un argument d'autorité largement pratiqué. Sergueï Cholokov a par la suite raconté ceci. Le jour après la diffusion de l'émission, une délégation de vieux bolcheviks a rendu visite à la dirigeante de notre parti communiste local, qui était en charge de l'idéologie, et a demandé une réponse claire. Lénine était-il un champignon, oui ou non? Elle a répondu avec un violent non, argumentant qu'un mammifère ne peut pas être une plante. Cholokov se souvient avoir été choqué par cette réponse, alors que dans son documentaire, dans l'émission, ils avaient bien expliqué que le champignon n'appartenait ni au règne animal, ni au règne végétal. Après, pour la défense... par contre, pour la défense, pour la défense de la leader du parti communiste local, il faut admettre que quand on explique aussi que le champignon est une onde radio, on peut ne pas prendre au sérieux le fait que le champignon n'appartient ni au règne animal ni au règne végétal. Pour certains contemporains de l'affaire, ce documentaire était comme un jalon de liberté. Et ils ont senti leur monde changer après qu'une émission ait pu se permettre de rire de ce qui semblait être impossible à tourner en ridicule. Mais cela leur permettait aussi de voir les limites du système de propagande soviétique et de montrer à quel point il avait pu rendre les gens crédules du moment qu'une information leur a été donnée par un homme en costume derrière le petit écran. Je pense que nous, à notre époque, on peut tirer des leçons de ce documentaire sur plusieurs plans. Si la circulation de l'information est bien plus libre et que le public est bien plus critique qu'en URSS à cette époque, une grande partie de la population est encore soumise à la doxa relayée par les médias. Vous avez déjà entendu des affirmations du genre « il y a toujours eu de l'immigration en France », le nationalisme c'est la guerre, ou tout un tas d'affirmations pour vous dire que les gens qui vivaient au Moyen-Âge étaient de misérables illettrés, esclaves des seigneurs, ne se lavant jamais, le tout dans une monarchie totalitaire à l'appareil étatique absurde qui ferait pas lire l'œuvre de Staline. Une grande partie des Français a aussi suffisamment confiance à la télévision pour qu'une information absurde puisse être prise sérieusement,
comme lorsqu'un homme s'est mis à parler des théories complotistes autour de l'adrénochrome sur le plateau de TPMP, et que Cyril Hanouna a ponctué par un mais si les gens en parlent sur Internet, ça existe, lorsqu'un chroniqueur remettait cette information en doute. Je pense que la confusion que provoquent les médias peut être un élément à exploiter dans notre combat politique, et j'invite mon auditoire à réfléchir à des méthodes et des actions qui nous permettraient de faire comme Kouriokine, en plantant un nouveau jalon pour libérer la parole du camp nationaliste et renverser la doxa actuelle. Et je vous remercie pour votre attention. Je précise aussi, c'est vrai qu'il a été dit de ne pas poser des questions loufoques, mais je me ferai un plaisir d'y répondre, tout particulièrement aux questions loufoques, bien sûr, si elles ont un rapport avec le thème. Merci beaucoup pour votre attention.